La coalition de 14 partis d'opposition qui avait organisé des manifestations massives la semaine dernière a encore appelé ce lundi ses militants et la population à de nouvelles protestations ce mardi. En Côte d'Ivoire, le PDCI, grand allié du chef de l'État, a salué la nomination d'Henriette Diabaté à la tête du parti présidentiel. La formation de l'ex-chef d'État salue l'avènement d'une personnalité d'envergure qui fera avancer la coalition. Enfin, en Égypte, au moins 18 personnes sont mortes ce lundi dans l'attaque d'un convoi de forces de sécurité dans le nord du Sinaï. C'est ce qu'ont indiqué des sources médicales et sécuritaires. Voilà pour le sommaire de ce nouveau rendez-vous de l'information sur Sika. En Guinée, les élections locales attendues depuis 2005 ne devraient pas avoir lieu d'ici à la fin de l'année. Et c'est ce qui ressort d'une réunion ce lundi du comité de suivi du dialogue inter-guinéen. Des élections locales, les premières depuis 12 ans, auraient dû se tenir en février en vertu d'un accord conclu en octobre 2016 dans le cadre du dialogue politique national entre le pouvoir, l'opposition, la société civile et les partenaires internationaux de la Guinée. Mais depuis lors, les discussions sur le calendrier patinent malgré les manifestations organisées par l'opposition pour exiger du président Alpha Condé le respect de ces accords. Les députés ont adopté à la majorité le budget rectificatif 2017, un budget inférieur aux estimations souhaitées par la commission électorale pour organiser les élections locales. La commission dispose désormais d'un budget de 115 milliards de francs guinéens jusqu'à fin 2017. Elle avait demandé plus de 330 milliards pour organiser ces élections locales. Au Togo, la coalition de 14 partis d'opposition qui avait organisé des manifestations massives la semaine dernière a encore appelé ce lundi ses militants et la population à de nouvelles protestations. Ce mardi, les motifs sont les mêmes. Il s'agit de réclamer le départ du président Faure Gnassingbé et des réformes constitutionnelles. L'opposition togolaise a une fois encore appelé ses militants à de nouvelles protestations ce mardi pour réclamer le départ du président Faure Gnassingbé et des réformes constitutionnelles. La coalition de 14 partis d'opposition a convié ses militants à se réunir massivement devant le siège de l'Assemblée nationale où le Parlement togolais doit se réunir ce mardi en session extraordinaire. Initialement annoncé pour être abordé lors de cette session extraordinaire, les questions de rétablissement de la limitation des mandats présidentiels et du scrutin à 2 tours ne seront finalement pas inscrites à l'ordre du jour. Annoncé par le gouvernement togolais à la veille des manifestations de l'opposition de mercredi et jeudi dernier, qui ont rassemblé des centaines de milliers de personnes à travers le pays, le projet de loi qui doit porter ces réformes qui divisent va finalement attendre la rentrée parlementaire prévue en octobre. La coalition de l'opposition a également appelé ses partisans à se réunir vendredi prochain pour un meeting politique dans le centre de la capitale Lomé, puis à un rassemblement pour de nouvelles marches les 20 et 21 septembre prochains. En Côte d'Ivoire, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, grand allié du chef de l'État Alassane Ouattara, a salué la nomination d'Henriette Diabaté à la tête du parti présidentiel. La formation de l'ancien président Henri Konan Bédié a salué l'avènement d'une personnalité d'envergure qui fera avancer la coalition au pouvoir. Le PDCI a salué lundi la nomination d'Henriette Diabaté à la tête du RDR, le parti présidentiel. Ce grand allié du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a salué le choix d'une personnalité d'envergure qui fera avancer la coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire. Pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, Henriette Diabaté va faire avancer le RDR et renforcer le Rassemblement des oufouettistes pour la paix RHDP, l'alliance politique qui unit les deux formations politiques. Dimanche, lors du congrès de son parti, le président Ouattara a créé une surprise en déclinant la proposition des cadres et militants du RDR de reprendre la tête de son parti. Le chef de l'État ivoirien a également insisté sur l'importance de l'alliance avec le PDCI de l'ancien président Henri Konan Bédié au sein de la coalition RHDP, notamment en vue de la présidentielle de 2020.
Il a notamment assuré vouloir aboutir rapidement à une fusion entre les deux partis. Rappelons que le PDCI est allié au RDR depuis l'élection à la présidence d'Alassane Ouattara en 2011. Selon la constitution ivoirienne, Alassane Ouattara, qui effectue son deuxième quinquennat, ne pourra pas se représenter à la présidentielle de 2020. En bref et en images, la France a appelé ce lundi le président tchadien Idriss Déby Itno à annoncer prochainement un calendrier pour les élections législatives. Au pouvoir depuis 1990 et réélu pour un 5e mandat en avril 2016 à l'issue d'un scrutin contesté, Idriss Déby Itno avait repoussé les législatives s'inédiées. En février dernier, le chef de l'État avait déclaré que les élections législatives n'auraient pas lieu avant 2019 en raison d'un manque de moyens. Les élections législatives sont un moment important dans la vie démocratique. Nous espérons à cet égard que les autorités tchadiennes, dont c'est la responsabilité exclusive, seront en mesure d'annoncer prochainement un calendrier. C'est en tout cas ce qu'a déclaré une porte-parole du ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué. En Tunisie, le Premier ministre Youssef Chahed était ce lundi devant le Parlement pour obtenir la confiance de l'hémicycle après le récent remaniement intervenu à l'approche d'échéances électorales. Un remaniement qui a permis au président tunisien Béji Caïd Essebsi d'accentuer sa mainmise sur le gouvernement. Les détails. Youssef Chahed était lundi devant le Parlement pour obtenir la confiance des représentants du peuple après le récent remaniement ministériel. Une session au cours de laquelle le chef du gouvernement tunisien a de nouveau qualifié son équipe de gouvernement de combat. Ce gouvernement sera dans la période à venir et à l'horizon 2020 un gouvernement de combat chargé de continuer à mener la guerre contre le terrorisme, contre la corruption, pour la croissance, contre le chômage et les inégalités régionales. Si le gouvernement remanié n'a pas bousculé les équilibres politiques en vigueur entre Nida Tounes et Ennahda, les principaux partis politiques du Parlement tunisien, il marque cependant une accentuation de l'emprise du chef de l'État sur l'exécutif à quelques mois des premières municipales post-révolution prévues pour le mois de décembre prochain. La nouvelle équipe compte des hommes réputés de confiance du président Béji Caïd Essebsi et consolide la présence du parti Nida Tounes au pouvoir depuis 2014. Je l'annonçais en titre, au moins 18 personnes sont mortes ce lundi dans l'attaque d'un convoi des forces de sécurité dans le nord du Sinaï égyptien. C'est ce qu'ont indiqué des sources médicales et sécuritaires. Selon le ministère de l'Intérieur égyptien, qui parle de plusieurs morts sans autre précision, une voiture a explosé au passage d'un convoi des forces de sécurité dans la ville de Bir al-Abed, dans le nord de la péninsule. L'attaque s'est produite sur la route reliant Al-Kantara à Al-Arish, alors que les forces de sécurité menaient une opération de ratissage de la zone. Un véhicule s'est alors introduit dans le convoi avant d'exploser, a indiqué le ministère. Des tireurs embusqués ont ensuite ouvert le feu, faisant également plusieurs morts et blessés, a-t-on ajouté. Depuis la chute du président Mohamed Morsi, issu des Frères musulmans à l'été 2013, les forces de sécurité égyptiennes affrontent dans le Sinaï un groupe ayant par la suite prêté allégeance au groupe extrémiste État islamique. Il est responsable de la mort de plusieurs centaines de soldats et de policiers. Des militants islamistes présumés ont été tués dimanche lors d'un raid des forces de sécurité égyptiennes près du Caire, ont indiqué des sources de sécurité. Selon ces dernières, ces hommes appartiennent à la province du Sinaï, une organisation djihadiste qui a prêté allégeance au groupe État islamique en 2014. 5 membres des forces de police ont été blessés dans le raid. En Centrafrique, Bambari est désormais une ville sans armes. Cependant, la question humanitaire se pose toujours avec acuité. L'aide aux réfugiés souffre de l'essentiel. Le point à suivre est de notre correspondant sur place. Après les affrontements intercommunautaires qui avaient suivi les attaques des groupes armés et fait des centaines de morts et de déplacés, le chef-lieu de la Ouaka est aujourd'hui une ville pacifiée. La sécurité n'est pas totalement revenue dans les quartiers
et la population continue de vivre dans les sites de déplacés. Par rapport à la quantité de denrées qu'on nous remet, ça ne couvre pas notre besoin par rapport à de nombreuses familles que nous détenons sous nous. Il y a encore le problème de logement. Et les bâches qu'on nous a remis a passé au moins 3 ans. Or, la durée d'une bâche, c'est 6 mois plus tard renouvelable. Depuis qu'on est sur le site, on nous a remis des bâches juste au présent. Il n'y a rien comme une nouvelle bâche. Et quand il pleut, c'est comme si nous ne sommes pas sous un abri. Un peu plus de 6 mois après avoir été décrété par les autorités centrafricaines et la communauté internationale, ville sans armes, Bambari met les bouchées doubles pour retrouver son visage d'antan. Dans cet effort de restauration de la confiance entre les communautés, le travail des humanitaires est déterminant. L'assistanat ne peut pas durer éternellement. Quand nous assistons les gens, nous espérons qu'un jour, ils vont retourner chez eux et reprendre leur vie normalement. Mais à chaque fois qu'il y a accalmie, aussitôt après, il y a aussi des mouvements de droite à gauche autour de Bambari qui font que de nouveau, les gens reviennent sur les sites et nous ne pouvons pas les abandonner. Dans les différents camps de déplacés, la situation humanitaire est préoccupante. OCHA et le coordonnateur humanitaire continuent d'effectuer un plaidoyer auprès de la MINUSCA pour la protection des civils et des déplacés sur les sites où ils ont trouvé refuge. Les membres du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la crise en Libye ont adopté au terme de la 4e réunion tenue en l'absence du maréchal Khalifa Haftar une feuille de route. Celle-ci propose la tenue d'un dialogue inclusif interlibyen et le lancement en janvier 2018 du processus électoral dans ce pays. Reportage. Adopté à l'unanimité par l'ensemble des acteurs qui ont pris part dans la capitale congolaise à la 4e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la crise en Libye, la feuille de route de Brazzaville prévoit entre autres la tenue d'un dialogue inclusif interlibyen en décembre prochain à Addis Abeba. Elle prévoit aussi le lancement en janvier 2018 du processus électoral en Libye, lequel processus débutera par un référendum constitutionnel suivi des législatives et d'une présidentielle qui sera précédée par l'installation des institutions de la transition à une date à déterminer. La seule fausse note de cette réunion aura été l'absence du maréchal Khalifa Haftar du gouvernement parallèle de Benghazi. Mais selon le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, cette absence n'est pas un obstacle à l'avancement des négociations. Il faut dire que le comité de haut niveau a été mis en place par l'Union africaine pour trouver une solution politique à la crise libyenne. Notons que les présidents Jacob Zuma de l'Afrique du Sud et Mahamadou Issoufou du Niger étaient présents à cette réunion de Brazzaville, la 2e du genre après celle de janvier dernier. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis.